Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reparler du stoïcisme. Ce qu'il y a de bien avec le stoïcisme, c'est qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour. J'ai déjà fait 3 épisodes sur le stoïcisme, 4 même si on compte celui sur les 10 citations, et malgré ça, il me reste encore beaucoup de choses à vous dire. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du stoïcisme sous l'angle d'un sujet en particulier, à savoir la colère. Il nous arrive tous de nous mettre en colère. Pour certains, c'est même un mode d'être permanent. Enlever leur colère à certaines personnes, vous leur enlevez leur raison d'être. Des personnes qui s'énervent dès que quelque chose les contrarie, des personnes qui se sentent obligées d'agresser les gens pour communiquer leurs besoins, ou qui font preuve d'animosité envers tous ceux qui ne partagent pas leur point de vue. On connaît tous des gens comme ça. Et peut-être même que certains d'entre vous se sont reconnus dans ce portrait. Alors, pour qu'on soit d'accord sur les termes, qu'est-ce qu'on appelle la colère ? La colère, c'est un état émotionnel qui résulte d'un désagrément, d'une frustration ou d'une offense, et qui se traduit par un comportement violent et un désir de punition à l'égard de ce qui nous a offensés. Alors, on ne va pas rentrer dans une bataille sémantique, par exemple la différence entre la colère et l'énervement, entre la colère et l'indignation, ou l'irritation, parce que pour les stoïciens, tout ça c'est la même chose. Toutes ces émotions sont des modalités de la colère, qui ne se distinguent entre elles que par leur degré d'intensité ou par leur objet. Dans tous les cas, la colère, c'est un bouillonnement intérieur. C'est une pression qui monte et qui brûle à l'intérieur de nous, et qu'on doit littéralement exprimer, c'est-à-dire pousser en dehors de nous, pour s'en libérer. Or, ce que nous disent les stoïciens, c'est que la colère n'est pas quelque chose de normal. Pourquoi ce n'est pas normal ? Parce que ce n'est pas une réponse adaptée. Parce que la colère ne résout pas le problème qui est à l'origine de la colère. Au contraire même, la colère augmente le problème, puisqu'elle l'entretient, elle le nourrit, elle le relance. Pour le dire en un mot, la colère est une émotion destructrice. Et croire qu'on résout les problèmes par la colère, c'est comme croire qu'on obtient la paix par la guerre. C'est une illusion. La colère engendre la colère. D'ailleurs, vous aurez remarqué que quand il y a un désaccord entre deux personnes, et que la colère commence à monter, très vite, on oublie l'objet du désaccord. On oublie le fond. Et on se retrouve dans une espèce de joute verbale, où le but n'est plus du tout de savoir qui a raison, mais d'écraser l'autre, de l'humilier, ou de le réduire au silence. Un petit tour sur les réseaux sociaux suffira à vous en convaincre. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la colère n'est pas une fatalité. C'est en tout cas ce que nous disent les stoïciens. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on peut se libérer de sa colère, qu'on peut la perdre. Et perdre sa colère, ça passe par 2 étapes. Première étape, comprendre que la colère ne sert à rien. Deuxième étape, comprendre que la colère est le signe d'un problème plus profond. Comprendre que quand nous nous mettons en colère, nous exprimons un mal-être dont l'objet de notre colère n'est pas le vrai responsable. Et qu'est-ce que nous exprimons lorsque nous nous mettons en colère ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, je rappelle que le stoïcisme, c'est une école philosophique fondée au tout début du IVe siècle avant Jésus-Christ, par Zénon de Kition, à ne pas confondre avec Zénon d'Élée, l'auteur des célèbres paradoxes. Et donc pour l'anecdote, le stoïcisme s'appelle le stoïcisme parce que stoa, en grec, ça veut dire le portique, et que les stoïciens se réunissaient sous un portique. Un portique, vous savez, c'est une galerie soutenue par 2 rangées de colonnes. Et c'est amusant comme quoi le hasard fait bien les choses, puisque quel meilleur symbole de la philosophie stoïcienne qu'une colonne ?
Parce qu'une colonne, ça s'élève vers le ciel. Donc c'est l'idée de prendre de la hauteur sur les choses. La colonne, c'est aussi la stabilité, la fixité, la régularité. Tout ce que prône le stoïcisme. Donc il y a eu plusieurs grandes figures du stoïcisme dans l'Antiquité. On a cité Zénon, son fondateur. Il y a eu aussi Chrysippe, Panétios de Rhodes, Cicéron chez les Romains. Et il se trouve que les 3 stoïciens les plus connus sont justement des Romains, et que c'est sur eux qu'on va s'appuyer aujourd'hui pour parler de la colère, à savoir Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Donc si vous voulez lire ce qu'ont écrit ces philosophes, Marc Aurèle, je vous conseille évidemment Penser pour moi-même, c'est l'ouvrage classique que je recommande à chaque fois. Épictète, vous avez le manuel, qui d'ailleurs est disponible en livre audio sur cette chaîne. Et enfin pour Sénèque, il y a un livre spécialement dédié à la question, qui s'appelle De la colère. Je vous mets le lien dans la description. Donc qu'est-ce qu'on disait ? On disait que pour les stoïciens, la colère n'était pas une fatalité. Qu'il était possible de perdre sa colère. Et rien que ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà très important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'au quotidien, on fonctionne comme si notre colère ne dépendait pas de notre volonté. Comme si notre colère était juste une réaction mécanique aux événements. Une réaction mécanique aux événements, ça veut dire que dès que quelque chose de négatif nous arrive, on se met en colère comme par réflexe. De la même façon que quand quelque chose de positif nous arrive, on éprouve de la joie comme par réflexe. Et là vous allez me dire, bah oui, c'est normal. C'est normal de réagir positivement aux choses positives et négativement aux choses négatives. Ah bon ? C'est normal. Ben non, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'alors ça veut dire que votre état émotionnel ne vous appartient plus. Que votre vie intérieure ne vous appartient plus. Mais qu'elle appartient au hasard des événements. Et si vous ne voyez pas le problème qu'il y a à faire dépendre vos émotions de ce qui vous arrive, les stoïciens, ils peuvent pas faire grand-chose pour vous. Parce que ça veut dire que vous avez abandonné le contrôle sur votre vie intérieure, et donc sur votre vie tout court. Faire dépendre nos états émotionnels de ce qui nous arrive, c'est ce que font les enfants. C'est ce que font les bébés. Un bébé, quand il a faim, il pleure, il s'énerve, il devient tout rouge. Et dès que vous lui mettez le biberon dans la bouche, hop, terminé. Envoler sa colère. Chez un bébé, les émotions sont calquées sur les événements. Et justement, tout le but de l'éducation, c'est d'apprendre à différer ses désirs. À les différer, c'est-à-dire à attendre, à patienter, à supporter. De sorte que ces émotions ne soient plus des réactions mécaniques aux événements. Donc l'enfant va apprendre à exprimer un besoin sans pleurer, sans s'énerver. Il va apprendre à attendre son tour, à ne pas faire de caprices. Il va apprendre à supporter la frustration. Parce que supporter la frustration, c'est la porte d'entrée vers la maîtrise de ses émotions. Donc comment se fait-il qu'on apprenne aux enfants à maîtriser leurs émotions et que vous, adultes, trouviez normal que vos émotions ne vous appartiennent pas ? Qu'elles soient le simple reflet des événements. C'est pas logique. Et vous trouvez peut-être que j'exagère en prenant l'exemple de l'enfant, mais prenez le temps d'analyser la manière dont vos réactions émotionnelles sont souvent déterminées par les événements. Votre patron vous donne une augmentation, joie. Votre patron vous refuse une augmentation, colère. Vous avez matché sur Tinder, joie. On vous a swipé sur Tinder, colère. Et vous pouvez décliner ça à tout. Au quotidien, sur le plan émotionnel, nous fonctionnons comme des enfants. Et il est là le problème. Le problème, c'est que nous laissons les événements nous dicter nos états émotionnels. Nous laissons les événements prendre le contrôle de notre vie intérieure. Mais ça, c'est pas possible. L'enfant a des excuses. L'adulte n'en a pas. Un adulte, ça se maîtrise. Ça n'abandonne pas ses émotions au hasard des événements.
Et c'est ça que les stoïciens pointent du doigt dans notre comportement, à savoir que nous avons intériorisé la logique de la passivité émotionnelle. La passivité émotionnelle, c'est le fait que nos émotions ne soient pas sous notre contrôle, mais sous la dépendance des événements. Et dire que nous l'avons intériorisé, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'interroge même pas, dont on ne s'étonne même pas, alors qu'on devrait trouver ça inacceptable. C'est la phrase d'Épictète quand il dit « Tu n'accepterais pas de donner ton corps au premier venu, alors pourquoi acceptes-tu de lui donner ton âme ?» Lui donner ton âme, ça veut dire lui donner le contrôle de tes émotions. Le laisser décider si tu éprouveras de la joie, de la peine ou de la colère. On ne peut pas vivre comme ça. Notre vie intérieure, elle nous appartient. Parce que sinon, ça veut dire que n'importe qui peut arriver, faire quelque chose qui nous déplaît, et nous, on va le laisser saccager notre sérénité. Je vais prendre une image. Imaginons que quelqu'un frappe à votre porte. Vous demandez « Qui est là ?» Et là on vous répond « C'est le saccageur. Je viens saccager votre appartement. » Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lui dire « Allez-y, entrez. Faites comme chez vous. » Non. Vous allez le faire déguerpir. Ou en tout cas, au minimum, vous allez lui refuser l'entrée. On est bien d'accord. Bon, bien maintenant, dites-vous que votre appartement, c'est votre âme, votre résidence émotionnelle, et que laisser les événements saccager votre sérénité, c'est exactement la même chose que laisser des vandales saccager votre appartement. Là, on est d'accord que ça vous paraît beaucoup moins normal. Alors, pourquoi est-ce que vous acceptez de laisser entrer en vous des émotions que vous n'avez pas envie d'éprouver? Pourquoi est-ce que vous laissez votre âme se faire saccager? C'est quand même incroyable. Et là, il y a une objection qu'on entend souvent, qui est de dire « Oui, mais on ne le fait pas exprès. Se mettre en colère, c'est pas volontaire. » Ce que nous disent les stoïciens, c'est que si, c'est volontaire. Alors, c'est pas volontaire au sens où on ne veut pas éprouver de la colère. Évidemment. Mais c'est volontaire au sens où on laisse la colère nous envahir. On la laisse entrer en nous. Et ça, c'est la conséquence directe de la normalisation dont je parlais tout à l'heure. Autrement dit, si nous laissons les événements nous mettre en colère, c'est juste par habitude. Parce qu'on ne prend tout simplement pas le temps de se dire « Pourquoi j'accepte ça ?» Ok, il m'arrive ça. C'est fâcheux. C'est regrettable. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que ça mérite que je me mette en colère? Est-ce que ça mérite que je rajoute de la douleur à la contrariété? Non, ça ne mérite pas. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait tous, tout le temps. Le guichetier de la poste est désagréable avec moi, ça m'énerve. Le livreur a laissé un avis de passage alors que j'étais à la maison, ça m'énerve. Mon équipe de foot a perdu, ça m'énerve. Mais à quel moment je ne m'énerve pas? Quand le guichetier de la poste est de bonne humeur? Quand le livreur a bien fait son travail? Quand mon équipe a gagné? Très bien. Donc, je ne m'énerve pas quand les autres le décident. Je ne m'énerve pas quand le monde fonctionne comme je voudrais qu'il fonctionne. Vous voyez le problème? Le problème, il est tout simple. C'est qu'on se rend dépendant de choses qui ne dépendent pas de nous. Et ça, c'est pas seulement délétère pour notre sérénité, c'est surtout absurde. C'est absurde. Parce que, où est-il écrit que le monde va se comporter dans le sens de ce qui m'arrange? Où est-il écrit que par le pouvoir de ma pensée, les choses vont arriver comme je voudrais qu'elles arrivent? Est-ce que vous êtes au courant qu'il n'y a absolument aucune raison que les choses arrivent comme vous le souhaitez? Ou que les gens agissent comme vous le souhaitez? Est-ce que vous êtes au courant que, oui, il y a des livreurs qui font mal leur travail? Et que c'est pas grave? Que si on devait se mettre en colère à chaque fois que quelque chose ne tourne pas rond, on n'en finirait pas de se mettre en colère. Et c'est là qu'on doit garder à l'esprit la citation de Marc Aurèle. Je cite
Dès l'aurore, dis-toi d'avance. Je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez rajouter un incompétent, un malpoli, un mauvais conducteur. Toutes ces choses font partie de la vie. Elles font partie de l'ordre du monde. Et croire qu'il serait possible de ne jamais les rencontrer, c'est aussi illusoire que puéril. La question, c'est de savoir, une fois qu'on a intégré ça, une fois qu'on a intégré que l'humanité était criblée de défauts, et que le monde ne se comportait pas comme on voudrait qu'il se comporte, on fait quoi? On se plaint? Ou on fait avec? On s'apitoie? Ou on s'adapte? On pleurniche? Ou on agit? Alors, qu'est-ce que les stoïciens cherchent à nous dire à travers tout ça? Ils cherchent à nous dire que dans la vie, il y a ce qui dépend de nous, et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Ce qui dépend de nous, on doit faire notre maximum pour l'influencer positivement. Et alors, attention, faire son maximum, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire plus que son maximum. On peut encourager son équipe à gagner, on ne peut pas jouer à sa place. On peut donner un conseil à un ami, on ne peut pas agir à sa place. Et ça aussi, il s'agirait peut-être de l'intégrer. Parce que s'énerver du fait qu'un ami n'a pas suivi vos conseils, comprenez bien que ça ne changera strictement rien à la situation. Désolé de vous l'apprendre, mais la colère ne modifie pas le passé. Ce qui est fait, et vous mettre en colère n'y changera rien. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qui dépend de vous? Il dépend de vous de dire à votre ami, « Écoute, tu sais, tu n'es pas obligé de suivre mes conseils. Mais si tu ne comptes pas les appliquer, évite de m'en demander. » Alors, vous pouvez le dire plus gentiment, en y mettant davantage les formes. Mais plutôt que de vous énerver, agissez. Plutôt que de reprocher à votre ami de ne pas avoir suivi vos conseils, prenez vos dispositions pour qu'à l'avenir, vous n'ayez plus à lui reprocher. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est arrivé, puisque ce qui est arrivé ne changera plus. Ce qui compte, c'est ce qui va arriver. Donc agissez dans la mesure de vos possibilités sur ce qui va arriver. Et si vous n'agissez pas, eh bien, dans ce cas-là, supportez. Agir ou supporter, c'est ça la devise des stoïciens. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Pas d'autre option cohérente. Je reprends mon exemple du livreur. Si le livreur fait mal son travail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous énerver? Serrer les dents, serrer les poings et le traiter de tous les noms, comme ça, chez vous? Très bien. Et ça va changer quoi? Il n'en a rien à faire, le livreur. Il est déjà parti. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez gaspiller votre énergie pour un résultat nul. Pour une perte sèche d'énergie. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi s'infliger une colère dont on est la seule et unique victime? Si le livreur a mal fait son travail, vous avez deux options. Option 1, agir. Vous allez voir le livreur et vous lui dites « Sonnez la prochaine fois ». Ou alors vous mettez un mot sur la porte pour qu'il sache que vous êtes là. Ou alors vous déposez une réclamation. Ou vous vous faites livrer en point relais. Peu importe. Des possibilités, vous en avez plein. Mais se mettre en colère, c'est pas une possibilité. Parce que c'est une possibilité stérile. Option 2, supporter. Vous dire qu'après tout, c'est pas si grave. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est pas si grave. Bien souvent, on s'énerve du fait d'une contrariété, davantage que des conséquences réelles de cette contrariété. On s'énerve du fait que les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, quand bien même ce qu'il se passe ne constituerait pas un problème en soi. On s'énerve par principe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, d'un point de vue stoïcien, supporter au sens d'accepter, au sens de laisser couler, c'est pas une défaite.
Si vous préférez, ce n'est pas de la faiblesse. La faiblesse, c'est au contraire de se laisser affecter par des événements insignifiants ou sur lesquels on n'a aucune influence. La faiblesse, c'est de se plaindre, c'est de rouspéter, c'est de se laisser submerger par ses émotions. Mais accepter, ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est de la force. Puisque c'est la force de ne pas être affecté par les choses. La force du détachement. Quand le faible insulte, le fort ignore. Quand le faible trépigne, le fort patiente. Quand le faible s'énerve, le fort accepte. Parce que l'âme du fort ne se laisse pas déstabiliser par les aléas insignifiants de la vie quotidienne. Et c'est là où il faut maintenant s'arrêter sur cette expression, une expression qu'on utilise tous, alors même que du point de vue stoïcien, c'est un non-sens, à savoir mettre en colère. On dit « telle chose m'a mis en colère » ou « telle personne m'a mis en colère ». Et à ça, les stoïciens répondent « non. Tu t'es mis en colère. Tu t'es laissé mettre en colère. Mais le responsable de ta colère, c'est toi. » On va prendre un exemple. Vous allez chez le boulanger pour acheter une baguette. Sauf que, pas de chance, il n'y a plus de baguette. Bon, ce que vous faites, c'est que vous prenez une ficelle à la place. C'est pas grave. C'est pas grave, ça dépend pour qui. Pour certaines personnes, devoir prendre une ficelle alors qu'ils avaient prévu de prendre une baguette, ça les énerve. Ça les irrite. Ça modifie leur plan. Maintenant, imaginez qu'en sortant de la boulangerie, vous tombez sur une vieille connaissance avec qui vous n'avez mais pas du tout envie de parler. Parce que vous n'avez pas le temps. Mais bon, comme vous êtes poli et bien éduqué, vous prenez sur vous et vous acceptez de faire un peu la conversation. Les banalités d'usage. Et puis cette vieille connaissance est tellement contente de vous revoir qu'elle insiste pour que vous alliez prendre un café. Vous n'avez toujours pas envie, évidemment, mais la personne insiste. Donc, vous acceptez. Le niveau d'énervement monte encore un peu. Et puis vient le moment, enfin, de vous dire au revoir. Et là, la personne vous dit qu'elle a oublié son portefeuille. Donc, vous payez les consommations. À ce moment-là, vous commencez à être bien énervé. Vous décidez de rentrer chez vous. Vous ruminez tellement que vous ne faites pas attention en traversant. Et là, vous manquez de vous faire écraser par une voiture. Là, vous êtes très très énervé. Et quand vous arrivez chez vous, votre conjoint est là, en train de prendre son café, et vous lui racontez. Alors, vous lui racontez, disons plutôt que vous vous énervez sur lui pour lui raconter ce qui vous a énervé. J'ai failli me faire écraser par un avec sa bagnole de merde. Oh oh oh. Je suis pas responsable, moi. C'est pas moi qui t'ai énervé. Quelle est la morale de cette histoire ? La morale de cette histoire, c'est que vous vous êtes énervé tout seul. Vous vous êtes vous-même placé dans une situation qui a déclenché votre colère. Reprenons chaque étape de votre périple. Première étape, la boulangère vous dit qu'il n'y a plus de baguette. Au lieu de vous rabattre sur une ficelle, vous aviez la possibilité d'aller dans une autre boulangerie. C'est vous qui avez choisi de prendre une ficelle par défaut. Donc, ce petit agacement initial, déjà vous auriez pu l'éviter. Ça dépendait de vous. Deuxième étape, la vieille connaissance à qui vous n'aviez pas envie de parler. Il dépendait de vous de lui dire que vous n'aviez pas le temps de lui parler. Ou pas envie. Ça aurait peut-être pas été très poli, mais ça aurait au moins eu le mérite d'être efficace. Donc c'est vous qui, à nouveau, avez fait le choix de subir cette situation. Même chose quand vous avez accepté d'aller prendre un café. Même chose quand vous avez accepté de payer l'addition. Même chose quand vous avez traversé la rue sans regarder. Conclusion, lorsque les choses dépendaient de vous, vous avez laissé les événements prendre le contrôle de vos choix. Et une fois que vous avez eu fini de subir les événements, vous vous êtes plaint des événements.
Vous vous êtes plaint de ce que vous aviez le pouvoir de ne pas subir, mais que vous avez choisi de subir. La faute à qui? La faute aux événements? Non. La faute à vous. Accepter de subir, ce n'est pas subir, c'est accepter. Donc c'est notre responsabilité. On ne peut pas se plaindre d'une situation qu'on accepte de subir. Donc on en revient à la devise des stoïciens, soit vous agissez, soit vous supportez. Ce que nous disent les stoïciens, c'est que, pour éviter de se mettre en colère, la première des choses à faire, c'est de ne pas se mettre dans des situations qui vont provoquer notre colère. Parce qu'après, c'est trop tard. Ça a l'air d'une évidence, mais c'est tout sauf une évidence. Il est très fréquent que nous acceptions des choses dont nous savons qu'elles vont nous mettre en colère, que nous construisions les conditions de notre colère future, en acceptant une surcharge de travail, alors qu'on sait très bien qu'on n'aura jamais le temps de tout faire, en parlant politique au repas de famille, alors qu'on sait qu'on va se prendre la tête avec tonton Gérard, en voulant avoir une discussion constructive sur Twitter. Mais on le savait que ça allait nous énerver. Pourtant, on l'a fait. Le stoïcisme prône l'anticipation. C'est quoi l'anticipation? C'est le fait d'utiliser sa raison pour déduire ce qui va arriver, ou ce qui a de fortes chances d'arriver, à partir de ce qui est ou de ce qui a été. Donc si vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, si vous acceptez de subir une situation qui risque de vous mettre en colère alors que vous aviez la possibilité de refuser, pourquoi l'avoir accepté? Par facilité. Comme lorsque vous choisissez de prendre une ficelle parce que vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à la prochaine boulangerie. Par politesse. Comme lorsque vous acceptez de discuter avec votre vieille connaissance alors que vous n'en avez pas du tout envie. Par inattention. Comme lorsque vous traversez la rue sans regarder. Que des mauvaises raisons. Parce que toutes ces raisons conduisent à la colère. Chacun de ces choix a conduit à des conséquences désagréables qu'il était possible d'anticiper. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez cru que vous alliez pouvoir gérer. Mais on ne gère pas ses émotions. Ça ne veut rien dire, gérer ses émotions. Si on doit gérer sa colère, c'est que la colère a déjà gagné. Le meilleur moyen qu'elle ne gagne pas, c'est de ne pas la laisser naître. Et pour ne pas la laisser naître, il faut anticiper. Si vous n'anticipez pas, si vous vous contentez de vivre comme sur un tapis roulant, c'est-à-dire en laissant les choses arriver, pour ensuite vous plaindre de ce qui vous est arrivé, il ne faut pas vous étonner. Le stoïcisme est une philosophie de la responsabilité. On doit répondre des conséquences de nos choix. Parce qu'on est des êtres humains, parce que les êtres humains ont une raison, et parce que si on ne se sert pas de sa raison, il ne faut pas en faire porter le chapeau aux autres. Suivre le mouvement, c'est pas une excuse. C'est pas une raison valable de faire quelque chose. Ne pas vouloir froisser, ne pas vouloir vexer, c'est pas une excuse non plus. Parce que, dans la vie, on fait des choix. Or, si on choisit de subir quelque chose qu'on n'a pas envie de subir, parce qu'on a peur de ceci ou qu'on n'a pas envie de cela, il faut assumer. Assumer les conséquences de ce qu'on choisit. On ne peut pas vendre son lit le matin et se demander le soir où on va dormir. On ne peut pas choisir de subir une situation qui nous énerve pour ensuite se plaindre de cette situation. Perdre sa colère, ça commence par ne pas laisser à la colère des occasions de s'infiltrer en nous. Et donc maintenant, j'aimerais parler d'un cas un peu plus délicat. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de choses soit assez futiles, le livreur, le match de foot, Tinder, soit de choses sur lesquelles nous avions un pouvoir d'influence. Mais il arrive aussi qu'il y ait des choses qui ne dépendent pas de nous et qui soient beaucoup plus compliquées à encaisser. Des choses dont on peut estimer qu'il est légitime
qu'elles nous mettent en colère. Quoi par exemple? Par exemple, la trahison. La trahison d'un ami ou la trahison de votre conjoint. Qu'une trahison suscite notre colère, même un stoïcien peut le comprendre. Parce que ça fait mal. Et qu'est-ce qui fait mal? C'est le sentiment d'avoir été dupé et donc humilié. Qu'un ennemi nous fasse du mal, on le conçoit parfaitement. Comme on dit, un ennemi ne nous trahit pas, il joue son rôle. Parce qu'on ne donne pas sa confiance à un ennemi, on donne sa confiance à un ami. Et quand on fait confiance à son ami, on ne le surveille pas, on ne le soupçonne pas. C'est le principe de l'amitié. Donc la trahison d'un ami, c'est peut-être l'une des choses les plus susceptibles de nous mettre en colère. Et même de nous faire basculer dans la haine. Vous savez, on dit souvent, il faut avoir aimé pour pouvoir détester. On ne peut pas haïr quelqu'un qui nous est indifférent. La haine, ce n'est pas tant le contraire de l'amour que le renversement de l'amour. Et qu'est-ce qui nous fait passer de l'amour à la haine? La déception. On bascule dans la haine quand celui ou celle qu'on aimait ne répond plus à nos attentes, ne répond plus à l'image idéalisée qu'on s'en faisait. Et c'est là que les stoïciens interviennent pour nous dire quelque chose de très désagréable, mais de très vrai. À savoir que ce qui nous met en colère dans la trahison d'un ami, ce n'est pas tant l'acte de trahison que le sentiment de déception. Autrement dit, et au risque d'être brutal, ce qui nous met en colère dans la trahison d'un ami, c'est nous-mêmes. Ce sont nos attentes, nos espoirs, nos projections. Imaginons qu'un jour, votre meilleur ami tente de séduire votre compagne ou votre compagnon. Imaginons que votre compagne l'ait envoyé balader et qu'ensuite elle vous en ait parlé. Dans les faits, il ne s'est rien passé. La situation est matériellement inchangée. Mais émotionnellement, il s'est passé quelque chose. Votre ami a trahi la confiance que vous aviez placée en lui. Il a trahi vos attentes. Autrement dit, il a trahi quelque chose dont vous êtes responsable. Ce qui a provoqué votre colère, ce n'est pas la trahison de votre ami, ce sont vos attentes envers lui. Alors évidemment, j'entends d'ici les réactions. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne faut plus faire confiance? Que l'amitié n'existe pas? Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut être conscient. Conscient que l'être humain vous décevra. Pas toujours. Pas tout le monde. Mais certains vous décevront. Parce qu'il est dans l'ordre des choses que certaines personnes soient portées à la trahison. Comme il est dans l'ordre des choses que certaines personnes soient portées au mensonge, au vol, à la corruption. Et vous ne changerez rien à ça. Vous ne changerez rien à l'ordre du monde. Tous les êtres humains ne sont pas moraux. Tous les êtres humains ne sont pas infailliblement vertueux. Nous-mêmes, nous ne sommes pas infailliblement vertueux. Il nous arrive de faire des choses dont on sait qu'il n'y a pas de quoi en être fier. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout excuser, ni qu'il faut tout relativiser. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'ignorer. Ça veut dire qu'il faut être conscient que ça existe et faire avec. Et ça veut dire, encore une fois, que dans une telle situation, il y a deux options. Agir ou supporter. Agir en tournant le dos à votre ami ou supporter en lui pardonnant. Que votre ami vous ait trahi ne dépendait pas de vous. Mais la manière dont vous allez réagir à cette trahison dépend entièrement de vous. Vous pouvez décider d'entrer en guerre avec cet ami,
de vous venger. La question est de savoir à quoi ça sert. Est-ce que ça va annuler sa trahison? Non. Est-ce que ça va vous faire vous sentir mieux? Non. Vous pouvez croire que oui, mais non. Votre colère ne s'en trouvera pas apaisée. Elle s'en trouvera redoublée. Ça va juste vous entretenir dans votre colère. Vous le savez très bien. Et n'allez surtout pas dire que si vous vous vengez, c'est juste pour qu'il comprenne qu'il a mal agi. Vous n'êtes pas naïf au point de croire que votre ami ignore qu'en vous trahissant, il a mal agi. Donc si vous décidez de vous venger, si vous décidez de laisser aller votre colère, c'est pour une seule et unique raison. L'amour-propre. C'est l'amour-propre qui est la cause de votre colère. Ce sentiment d'humiliation qui vous donne envie d'humilier en retour. Que votre ami retienne la leçon, qu'il ne trahisse pas d'autres personnes après vous, avouez-le, c'est le cadet de vos soucis. Votre souci, c'est de le faire souffrir autant qu'il vous a fait souffrir. C'est ça, la vengeance. Punir celui qui a blessé notre amour-propre. La colère est mauvaise conseillère. Parce que la colère ne cherche pas à optimiser l'avenir, mais à venger le passé. Comme disent les stoïciens, la différence entre la vengeance et la punition, c'est que la punition sert à dissuader de recommencer, tandis que la vengeance sert uniquement à satisfaire l'ego. Il n'y a pas besoin d'être en colère pour punir. Il suffit d'être ferme. On ne punit pas par ressentiment. On punit par pragmatisme. Se venger, c'est différent. C'est assouvir ses passions négatives. C'est vouloir détruire. Et c'est oublier qu'à chaque fois que vous éprouvez de la colère pour votre ennemi, vous le laissez entrer dans votre âme. Marc Aurèle a une phrase très juste, il dit « Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. Ce ne sont pas les faits qui nous atteignent, c'est la représentation qu'on s'en fait. C'est le jugement qu'on s'en fait. Ce n'est pas la trahison qui vous a mis en colère. C'est l'idée d'avoir été trahi. Et plus vous ressasserez cette idée, plus vous la laisserez prendre de la place dans votre esprit, de la place dans votre âme, plus vous donnerez de la force à l'objet de votre colère. Ce n'est pas celui qui nous a trahis qui fracture la porte de nos pensées. C'est nous qui le laissons entrer. La cause de notre colère, ce n'est pas l'autre, c'est nous. Je cite. « Si le sage doit s'emporter contre les actions honteuses et s'émouvoir et s'attrister de tous les crimes, rien n'est plus misérable que lui. Toute sa vie se passera dans l'irritation et le chagrin. Peut-il faire un pas sans heurter quelque scandale? Peut-il sortir de chez lui qu'il ne traverse une foule de pervers, d'avares, de prodigues, d'impudents, tous triomphant par leur vice même? Nulle part ses yeux ne tomberont sans découvrir de quoi s'indigner. Jamais la colère du sage ne cessera si une fois elle commence. Pourquoi donc l'injure qui vient d'un ennemi nous émeut-elle si fort? C'est qu'elle a lieu contre notre attente ou qu'elle la dépasse. C'est l'effet de notre excessif amour-propre. Nous croyons que pour nos ennemis mêmes, nous devons être inviolables. Chaque homme a dans son cœur les prétentions d'un roi. Il veut pouvoir tout sur les autres et qu'on ne puisse rien sur lui. On n'est donc irascible que par ignorance des choses d'ici-bas, ou par présomption. Par ignorance, car quoi d'étonnant que le méchant fasse le mal? Qu'y a-t-il d'étrange qu'un ennemi nuise, qu'un ami désoblige, qu'un fils s'oublie, qu'un valet manque à sa tâche? Fabius trouvait que la plus pitoyable excuse pour un général est de dire « Je n'y ai pas pensé ». Selon moi, c'est la plus pitoyable pour tout homme. Il faut croire tout possible, s'attendre à tout. Dans les plus doux caractères, il y aura quelque aspérité. La nature humaine produit des amis perfides.
Elle produit des ingrats, des hommes cupides, des hommes pour qui rien n'est sacré. Avant de prononcer sur la moralité d'un seul, songe à celle du plus grand nombre. C'est au sein de la plus vive joie qu'il faut craindre le plus. Alors que tout te semble calme, ne crois pas à l'absence, mais au sommeil de la tempête. Compte toujours sur quelques fléaux près de surgir contre toi. Le pilote ne livre jamais toutes ses voiles avec une confiance absolue. Il veut pouvoir les replier vite et tient ses cordages prêts. Surtout rappelle-toi que la passion de nuire est hideuse, haïssable, la moins faite pour le cœur de l'homme, dont les bons traitements apprivoisent jusqu'aux plus farouches animaux. Vois l'éléphant courber sa tête aux joues, le taureau laisser impunément sauter sur son dos des enfants et des femmes, des serpents ramper et se glisser innocemment parmi nos coupes et dans notre sein, et sous nos toits, des lions et des ours livraient patiemment leur gueule à nos attouchements et caressaient leur maître. Tu rougiras d'avoir laissé tes mœurs à la brute pour prendre les siennes. Le 11 février 1990, Nelson Mandela est libéré de prison, où il avait été incarcéré pendant 27 ans, pour avoir voulu libérer l'Afrique du Sud du joug colonial et de l'apartheid. 4 ans plus tard, il est élu président. Et alors que 27 ans de sa vie ont été gâchés par ses opposants politiques, alors qu'il a assisté au massacre de centaines d'innocents en raison de leur couleur de peau, alors que tout était réuni pour que son mandat soit placé sous le signe de la colère et du désir de vengeance, Mandela a réalisé la grande réconciliation. La réconciliation des Africains noirs et des Afrikaners blancs, la réconciliation des anciens oppresseurs et des anciens opprimés, et ce, pour une seule et bonne raison. Le passé, c'est le passé. Mandela a compris qu'on ne pouvait pas changer le passé, et qu'une fois qu'on a admis ça, tous nos efforts doivent être dirigés vers l'avenir. C'est difficile, c'est douloureux, mais il n'y a pas d'autre option. La leçon que Mandela a donnée au monde, c'est que quand tout nous pousse à la colère, quand tout nous pousse au ressentiment et à la vengeance, c'est nous qui décidons. Décider de détruire ou de construire, décider de reculer ou d'avancer, décider de garder à l'esprit ou non que l'avenir commence toujours maintenant. Je vous remercie.